Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Égérie du Second Empire. Épisode 3, la magicienne des plaisirs. Dès son arrivée à Paris et sa présentation à Napoléon III et Eugénie, Pauline conquiert leur cœur. Elle s'en félicite dans ses souvenirs. L'empereur autant que l'impératrice me vouaient une véritable affection. Affection réciproque. La princesse restera jusqu'à la mort d'Eugénie l'une de ses plus fidèles amies. Le couple impérial ne peut bientôt plus se passer de cette princesse étourdissante d'esprit et de verve à la gaieté si contagieuse. Que ce soit aux Tuileries ou dans les châteaux des villégiatures impériales, elle est de toutes les fêtes, de tous les jeux, de tous les plaisirs. Elle est l'une des invitées phares des séries de Compiègne, baptisée ainsi car les invités sont reçus par séries de 50 ou 60 personnes, séjournant une semaine au château de Compiègne, par roulement. Que du beau monde, ministres, hauts fonctionnaires, officiers, diplomates, gens du monde, gens de finance, étrangers de distinction, savants, écrivains et artistes. Pauline, qu'Horace de Vielcastel considère comme l'une des favorites de l'impératrice, arrive à Compiègne avec sa cargaison de 18 caisses renfermant les innombrables toilettes nécessaires pour se changer plusieurs fois par jour et briller en société, sans compter les cartons à chapeau. Il n'est pas rare qu'Eugénie la prie de prolonger son séjour et de rester pour 2 ou 3 séries successives. La princesse dispose d'un vaste appartement dit d'Apollon qu'elle met souvent à disposition des invités pour les répétitions d'opérettes et des scénettes qui font le sel des activités d'intérieur. Avec sa vivacité d'imagination et d'invention, Pauline excelle dans ce domaine. Lily Malton est particulièrement frappée par son audace. Elle raconte par exemple l'un de ses grands succès, accueilli par les cris de joie de l'auguste public. La princesse Metternich avait l'air très comique, habillée en cocher parisien, avec un long manteau de cocher composé de nombreuses capes. Elle portait des bottes, avait un fouet à la main et une pipe à la bouche. Elle la fumait, la retirait de sa bouche à chaque fois qu'elle parlait et soufflait la fumée directement au visage du public. Elle a chanté une chanson très entraînante, des paroles que son mari avait trouvé le temps d'écrire pour elle pendant l'après-midi. Elle faisait claquer son fouet et frapper du pied. La chanson était pleine de plaisanteries et de jeux de mots, et elle a été tellement aimée qu'on a dû recommencer. Les contemporains soulignent que l'ambassade du prince et de la princesse de Metternich brille d'un éclat sans pareil. Le comte de Mogny affirme « Il est une ambassade qui a fait plus parler d'elle que les autres, qui a été plus directement et plus étroitement liée au monde parisien, qui, pour un temps, lui a presque donné le ton, qui a exercé sur notre société une influence indiscutable. Je veux parler de l'ambassade d'Autriche. » Le journal Le Constitutionnel ajoute « Imaginez un mélange de noblesse et d'aménité, cet accueil tout particulièrement cordial qui caractérise les réceptions de l'ambassade d'Autriche. Un je ne sais quoi de parfaitement aimable saluant la plus exquise distinction. » C'est la trépidante Pauline qui est l'âme, la personnification et le charme de l'ambassade. Elle règne et dirige son salon de l'hôtel de la rue de Grenelle avec tant d'agrément que ces dîners acquièrent un renom mérité de suprême élégance. Le comte de Mogny ajoute qu'on mendie littéralement ces sortes d'invitations. Presque autant que les redoutes dont Pauline introduit l'usage. Ce mot « redoute » désigne à l'origine dans la tradition autrichienne un établissement pour danse et fêtes. Mais il finit par être utilisé pour parler d'un bal joyeux et sans cérémonie, sur invitation nombreuse, avec masques imposés. Les jeudis de la mi-carême, nous donnions régulièrement une redoute à l'ambassade et je dois à la vérité de dire que ce genre de réunion eut le plus grand succès. On s'arrachait les invitations qui arrivaient presque toujours au nombre de 500 à 2000. Un orchestre,
placés dans le grand salon, jouaient des valses et toutes sortes de danses, et les femmes circulaient en domino en s'amusant à intriguer. Au fond de l'appartement, il y avait un grand buffet où l'on servait des rafraîchissements. Ces fêtes se prolongeaient généralement jusque vers 3 et même 4 heures du matin, tant on s'amusait. Les redoutes à la viennoise n'ont eu lieu que chez nous. Depuis notre départ, on n'en a plus jamais donné, et encore aujourd'hui, ceux qui s'en souviennent en parlent avec enthousiasme. Ce qu'on y dépensait d'esprit et de verve est incroyable, et je me rappelle m'être arrêtée souvent devant un groupe pour écouter les propos qui s'échangeaient et pour admirer la faconde de certaines personnes qui ne tarissaient pas en bons mots de façon à faire se tordre de rire l'auditoire qui se groupait autour d'elles. Beaucoup de femmes s'amusaient à changer de domino 2 à 3 fois dans la soirée. J'avais installé dans mon appartement du premier des cabinets de toilette pour leur permettre de se changer. En dehors des réunions de cours et d'apparat, Pauline reçoit tous les soirs après minuit. On y retrouve souvent une douzaine de fidèles. Parmi ses intimes figurent en bonne place le comte et la comtesse de Pourtalès, le prince de Sagan, le marquis de Gallifet, ou encore notre très populaire Lily Moulton, qui avoue dans sa correspondance « Il est juste de dire que l'on ne regrette jamais de s'être dérangé, le salon des Metternich offrant toujours beaucoup d'attrait. C'est qu'on a l'impression d'être en famille et dans un sans-gêne complet. Le comte de Mauny s'en rappelle comme d'une période bénie. » Le prince et la princesse, tous deux très musiciens, se mettaient fréquemment au piano et jouaient des morceaux d'ensemble, tout en prenant part à la conversation, à laquelle la princesse, très au courant de tout ce qui se faisait, se disait et se publiait, donnait avec sa verve endiablée un tour particulièrement enjoué. L'Exposition universelle de 1867 est l'une des plus glorieuses que Paris ait connues. Tout comme les peuples, les têtes couronnées affluent. Lily Moulton en est toute retournée. Paris est en ce moment bourdonnant des noms les plus sonores qui existent de par le monde. On peut y voir l'empereur de Russie, beau et majestueux, le roi de Prusse accompagné du colossal comte de Bismarck, que son éblouissant uniforme blanc et le casque surmonté de l'aigle aux ailes déployées désignent à tous les regards. Bien d'autres souverains encore vont et viennent dans ce Paris qui semble en ce moment le point de mire du monde. La présence de tant de hauts personnages entraîne le couple impérial, leur cour, les ministres et les ambassadeurs, dans un tourbillon sans fin de réceptions officielles et de fêtes fastueuses. L'une des plus belles soirées a lieu le 28 mai 1867 à l'ambassade d'Autriche. Notre mondaine américaine en garde un souvenir émerveillé. Le grand bal que les Metternich ont donné cette semaine comptera comme l'événement le plus sensationnel de la saison. Ce fut une fête splendide entre les plus splendides. Pour l'occasion, Pauline s'est lâchée. La Gazette nationale souligne cette réussite. Un charme exceptionnel et vraiment féerique a présidé à tous les apprêts de cette fête où l'on reconnaissait l'imagination poétique de la grande dame artiste qui en a réglé tous les détails. La princesse en parle longuement et avec fierté dans ses souvenirs. 65 000 francs ont été dépensés par nous pour cette fête, laquelle, j'ose le dire, a enfoncé toutes celles données par les autres ambassades. Pour donner vie au décor unique qu'elle a imaginé, l'ambassadrice est épaulée par un véritable magicien de l'organisation et de la mise en œuvre de techniques ingénieuses, M. Alphand, directeur en chef des travaux de la ville de Paris. L'équipe ne serait pas au complet sans l'infatigable M. Barillet, jardinier de la ville. En quelques jours, le trio transforme l'hôtel de la rue de Grenelle en palais des 1001 nuits. Dès 10h du soir, une foule de célébrités de beauté distinguée, ainsi que le corps diplomatique au complet, encombre les salons de l'ambassade et la salle de bal, où résonne l'orchestre d'Emile Waldteufel, pianiste personnel de génie et directeur de la musique des bals de la cour impériale. Pauline, reine incontestable de la soirée,
s'efface devant l'impératrice des Français qui, à 11h, arrive au bras de Napoléon III. Avec cette grâce exquise et cette majesté à la fois douce et imposante qui la caractérise, Eugénie préside cette réunion de princes et de souverains. Soudain, à minuit, les fenêtres de la salle de bal, transformées en portes, s'ouvrent sur une nouvelle salle de bal que la princesse de Metternich a fait élever spécialement pour l'occasion. En pénétrant dans ce kiosque éphémère, les invités ne peuvent retenir un soupir d'extase. C'est une profusion de fleurs, en guirlandes, en bouquets, en paniers, en touffes. La princesse et monsieur Alphand ont composé une décoration rassemblant la flore de toutes les régions du monde. Pauline raconte les coulisses de cette organisation démentielle. Les fleurs avaient été fournies par les serfs de la ville de Paris, car aucun fleuriste n'aurait pu arriver à une semblable décoration. Le baron Haussmann nous avait proposé de nous les prêter à condition que nous payerons le transport et la casse. Il n'y a pas eu de casse, mais le transport et les pourboires donnés à cette armée de jardiniers ont bien été l'affaire de plusieurs billets de 1000 francs. Des plantes vertes et exotiques habillent les coins et dissimulent l'orchestre. Les lustres de ce salon improvisé sont d'immenses corbeilles de fleurs en treillage doré, d'où surgissent comme par enchantement des bougies dont la flamme se démultiplie dans les chênes et les pampilles de cristal. Cette symphonie à la fois bucolique et flamboyante de couleurs et de lumière se reflète à l'infini dans les précieux miroirs de Venise montés sur de ravissantes draperies de satin vert et rose qui habillent les murs. Rien ne trahit la construction provisoire de cette salle de bal aussi originale que riche et élégante. Clou du spectacle. Au fond de ce salon exquis, 3 immenses glaces sans teint découvrent complètement la perspective du magnifique jardin où des feux de Bengale et des ballons lumineux baignent de lueurs fantastiques les groupes d'arbustes et de fleurs, les bosquets, les verts gazons, les jets d'eau et les statues de marbre. Ces effets aussi imprévus que pittoresques produisent une véritable féerie. Les jardins étaient méconnaissables, se souvient Lily Moulton. Suprême raffinement, depuis chaque glace, on jouit d'un coup d'œil différent. De l'une, on aperçoit des parterres de fleurs et de verdure, merveilleusement arrangés, enveloppant la base de statues embrasées de lampes vénitiennes. De l'autre, le regard glisse sur une allée d'orangers en fleurs pour se perdre dans une sorte de théâtre de verdure, meublé de fauteuils et de chaises drapées d'étoffes brodées en or, entouré de gigantesques palmiers et de fougères qui semblent avoir toujours été plantés là. La vision la plus saisissante, tellement magique qu'elle en devient irréelle, s'admire depuis la glace du fond. Un groupe de rochers en stuc, envahis par des grappes de magnifiques roses en fleurs et entourés de statues mythologiques, forme une haute grotte artificielle et mystérieuse. Au signal de la princesse de Metternich, une eau scintillante de lumière électrique jaillit et tombe en cascade devant ce paysage magnifique. Les jeux de couleurs, vert, jaune, rouge, donnent à cette cascade l'aspect d'un torrent de lave en fusion. Pauline est absolument ravie de l'effet produit par cette surprise. Alphand avait installé cela d'une manière extraordinaire et tout le monde, à commencer par leur majesté et les princes étrangers qui assistaient à la fête, s'extasia sur ce coup d'œil vraiment enchanteur. C'est au milieu de cette salle de bal improvisée où chacun peut jouir, grâce au jeu de transparence des glaces, de la vue sur le jardin illuminé, que l'orchestre de Strauss ravit les oreilles des invités avec la valse du Danube bleu. Lily Moulton, qui juge cette musique capable de faire sortir une momie de son sarcophage et de l'inciter aux plus folles pirouettes, raconte une anecdote cocasse sur son partenaire de danse. J'avais comme cavalier un prince allemand, sentimental et maladroit, qui dansait à la manière d'un collégien, se dandinant sans arrêt, son bras passé autour de ma taille, et comptant les temps de la mesure avant de se lancer dans la danse, pour ne s'arrêter que lorsque l'orchestre avait depuis longtemps fini de jouer. Je crois bien que seul un cataclysme eût été capable de mettre un terme à son élan. Lorsqu'il dansait, ses épaules étaient agitées d'un mouvement de balancier qui les faisait se hausser jusqu'à ses oreilles. Il tenait ses jambes arrondies à la manière d'un stepper, et nous allions ainsi à travers les couples que nous bousculions, et jusque parmi les simples spectateurs dont nous étions la terreur. Le souper est servi à 1h du matin.
Le couple impérial, les princes, princesses, ministres et ambassadeurs sont invités à monter au premier étage par un escalier transformé en muraille végétale, à grand renfort de milliers de plantes exotiques et de palmiers. Dans la vaste salle à manger, 2 grandes tables sont dressées, la première présidée par l'impératrice, la seconde par l'empereur. Les autres convives soupent debout dans les salons du rez-de-chaussée. Une centaine de privilégiés se répartit dans 2 vastes tentes rayées rouge et blanc montées dans le parc. Dans chaque tente, la décoration est saisissante. J'avais fait entrer un groupe de 8 grands marronniers autour desquels on avait fait faire des tables, de sorte que les arbres, tout enguirlandés, faisaient pour ainsi dire un énorme surtout. Une profusion de lanternes chinoises aux teintes de laque et de jade et des centaines de bougies illuminent l'espace. Napoléon III et Eugénie se retirent vers 2h du matin, tandis que la salle de bal transparente continue d'accueillir les invités qui dansent des cotillons endiablés. On distribue aux dames un magnifique souvenir, un éventail en bois gris de fabrication viennoise avec des fleurs peintes qui forment l'inscription « Ambassade d'Autriche, 28 mai 1867 ». Un entrain extraordinaire règne pendant toute cette fête célébrée dans la presse comme sans précédent. La Gazette nationale renchérit. Le soleil levant a seul déterminé les danseurs à quitter le palais enchanté, où ils venaient de recevoir une hospitalité des 1001 nuits. Jamais la princesse de Metternich n'avait été plus elle-même, c'est-à-dire plus gracieuse et plus séduisante. Et en se séparant, tous les assistants se plaisaient à rendre hommage à la haute courtoisie et à la manière brillante avec lesquelles l'ambassade d'Autriche représente auprès de la cour des Tuileries une des grandes puissances de l'Europe. Et la presse de conclure, en parlant plus tard de ce bal du 28 à l'ambassade d'Autriche, on dira « J'y étais ». C'est une de ces nuits, comme on n'en rencontre pas en 10 ans de campagne mondaine. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour le prochain épisode de la série Égérie du Second Empire.